Affaire élucidée, des chercheurs ont annoncé récemment que Lucie, notre mère à tous, était probablement morte en tombant de son arbre. C'était il y a plus de 3 millions d'années. Mais pour un cas élucidé, combien de mystères impénétrables? On en parle avec Sophie Debaune. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes préhistorienne, professeure à l'Université Lyon 3 et chercheur au laboratoire archéologie et sciences de l'Antiquité. C'est à Nanterre, près de Paris. Alors, Lucie tombée d'un arbre, décidément, on en apprend tous les jours, j'exagère à peine, en termes de préhistoire et de paléontologie, rien ne semble définitif. En fait, c'est une extrapolation. On sait que Lucie est tombée d'une certaine hauteur, d'environ 12 mètres, à 60 km/h. Ouais. Donc elle a dû se faire très très mal. Elle s'est reçue sur son bras droit. Et donc l'extrémité de l'humérus du côté de l'épaule présente des petites fissures et des petites échardes qui montrent bien que quand elle est tombée, le bras s'est enfoncé dans l'épaule. Et elle a eu d'autres contusions, donc elle est probablement morte des suites de ses blessures. Ceci étant, est-ce qu'elle est morte en tombant d'un arbre ou en tombant d'une falaise ou d'un rocher? Ça, on n'en sait absolument rien. Là, on est dans le roman. Dans le roman. Ouais. Mais justement, pourquoi c'est une donnée importante C'est pas important, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Mais par contre, ça illustre bien le fait qu'on a des méthodes d'analyse, des méthodes d'observation de plus en plus fines. Parce que lorsque Lucie a été découverte dans les années 74, je crois. 1974 en Éthiopie. Oui, 1974, on n'avait pas du tout toutes ces méthodes à disposition. Et là, c'est une observation au laser qui a permis de vérifier que les traces donc de fractures étaient vraisemblablement dues à une chute très violente. On en apprend toujours plus. Et d'ailleurs, pour certains chercheurs, Lucie pourrait être Lucien et pourrait être un mâle. Affaire à suivre. Alors l'actualité, c'est une autre découverte cet été. Néandertal, contrairement à ce qu'on avait pu penser, n'est pas si crétin que ça. Tout se passe dans une grotte du sud de la France. Racontez-nous. Alors c'est dans la grotte de Bruniquel, qui est dans le Tarn-et-Garonne, dans laquelle on a retrouvé, à une grande distance de l'entrée de la grotte, une sorte de cercle d'environ 50 mètres carrés. Des stalagmites tout en stalagmites, cercle. Voilà, faisant une sorte d'ovale en fait, superposé, une structure donc, ce qui montre qu'il pouvait donc rentrer dans une grotte profonde, obscure, et qu'il avait probablement des moyens d'éclairage. Et qu'il a construit donc cette espèce de structure. Par contre, elle ne contient rien, il n'y a rien dedans, et donc on ne sait absolument pas à quoi ça servait. Ouais. Là, c'est Mais pour faire ça, il a dû s'éclairer. Alors, ils avaient de quoi s'éclairer, vraisemblablement, mais nous n'avons retrouvé aucune torche. Par contre, on sait qu'il faisait du feu, depuis 450 000 ans. Il faisait du feu, donc il avait peut-être des torches. On sait que par la suite, les hommes ont utilisé des petites lampes en pierre. Mais on n'en a pas datant de ces périodes si lointaines, puisqu'on est à peu près à 165 000 ans. On a vu, on va peut-être revoir défiler le crâne de ce Néandertal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il est plus gros que le nôtre? Il est plus volumineux, mais on peut voir à l'image qu'il présente un certain nombre de différences. En particulier, on voit qu'il y a des orbites susorbitaires très développées. Il a également une absence de menton. Et il est nettement plus volumineux que le nôtre, mais il faut dire que Néandertal était un peu plus petit que nous, mais nettement plus trapu en fait. Et il avait des insertions musculaires très importantes, très développées. Et donc il était probablement beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud comme ça. Plus fort, curieux aussi, puisqu'il voulait par exemple savoir ce qu'il y avait, dit-on, derrière une colline. Il faisait du feu, vous l'avez dit, alors avec de la pyrite de fer. Les hypothèses, il y en a beaucoup sur cette grotte qu'on évoquait et sur ce cercle. Certains disent que c'était pour ramener des outils et les cacher ici, de l'eau. Parfois on évoque un rite. Là aussi, c'est du roman. Et là, souvent, lorsqu'on ne sait pas, on dit « Ah, c'est peut-être rituel », mais là, il faut être très prudent. À vrai dire, on n'en sait rien du tout. Ce qui nous reste, donc, si on comprend bien, ce sont les squelettes eux-mêmes et les outils, au fond, ce que laissent même ces hominidés. Dans ce cas-là, mais nous connaissons des sites d'habitat avec beaucoup de vestiges, dont des vestiges d'outils, mais aussi des vestiges culinaires. On sait ce qu'ils mangeaient, on sait alors justement, ce qu'ils chassaient, dites-nous que mangeait justement Néandertal, puis ensuite, les premiers Homo sapiens avec lesquels il a vécu, Alors pendant très longtemps, on a cru que Néandertal était uniquement un chasseur de gros gibier. Et puis, justement, les analyses de plus en plus fines ont permis de montrer qu'il avait une alimentation beaucoup plus diversifiée et aussi diversifiée que celle d'Homo sapiens. C'est-à-dire qu'il chassait du petit gibier, il pêchait. Il chassait donc des oiseaux, des petits animaux. Et il mangeait aussi des végétaux.
Donc on a pu faire des analyses de ses os qui ont montré qu'il avait une alimentation variée. Et même il cuisait ses légumes, entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas d'agriculture, mais il ramassait des végétaux qu'il pouvait éventuellement faire cuire, ainsi que sa viande. La cohabitation avec... Alors la cohabitation, donc Néandertal a disparu, grosso modo, il y a à peu près 30 000 ans. Et l'homme de Néandertal, l'homme moderne, l'Homo sapiens, donc nous-mêmes, est arrivé en Europe occidentale il y a à peu près 40 000 ans. Donc ils se sont croisés plusieurs millénaires. Alors les dates sont un peu discutées, mais en tout cas on est sûr qu'il y a au moins 5000 ans de coexistence en Europe. Et également au Proche-Orient, autour de 100 000, 80 000, 60 000 ans, ils ont coexisté également pendant très longtemps au Proche-Orient. Alors vous, comment travaillez-vous concrètement? Je sais que vous êtes aussi spécialiste des sciences cognitives. Je le disais tout à l'heure, ce qui nous reste, ce sont les squelettes, ce que l'on trouve après les fouilles archéologiques notamment. Et il y a aussi des outils. Comment travaillez-vous? Alors, on travaille beaucoup sur les outils et sur tous les vestiges qu'il laisse derrière lui. Imaginez que vous faites du camping, vous partez, vous laissez tout sur place. Eh bien, petit à petit, la terre, les sédiments vont se former, vont recouvrir tout ça. Et dans quelques milliers d'années, il y a des gens qui vont venir déterrer ça et observer ce qui reste. Alors, bien entendu, beaucoup de vestiges, beaucoup de matériaux sont périssables. Mais si on étudie les objets et qu'on regarde bien leur localisation les uns par rapport aux autres, on peut faire parler les vestiges énormément. Alors c'est un livre... Bon, bien sûr, il y a une partie d'interprétation, mais les vestiges sont là, eux ils existent, ils sont concrets, et les analyses peuvent dire beaucoup de choses. Alors 200 cartes, photos, des images aussi dans ce livre, il est aussi question d'évolution. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment s'est passée la sortie du berceau africain des hominidés? Vous avez évoqué le Proche-Orient notamment. Oui, alors il y a plusieurs sorties en fait. Il y a plusieurs sorties. Alors, l'une, peut-être la première, c'est il y a à peu près 1,8 million ou 2 millions d'années. Donc, le berceau africain, effectivement, au départ, on a des homininés. On ne dit plus hominidés, homininés, qui vivent uniquement en Afrique et en Afrique de l'Est, le long de la Rift Valley. Et puis, il y a à peu près 2 millions d'années, 1 million d'années, ils se dispersent d'une part à l'intérieur de l'Afrique et d'autre part, via le Proche-Orient, ils passent d'une part en Asie, vers l'Est et d'autre part vers l'Ouest. Pourquoi ce mouvement? En fait, il n'y a pas de migration à proprement parler. Il ne faut pas imaginer des colonnes humaines comme on a malheureusement tristement aujourd'hui. Là, on peut imaginer plutôt qu'à chaque génération, il y a quelques personnes, il y a un petit groupe qui va s'installer un peu plus loin, une vingtaine de kilomètres plus loin. Peut-être pour étendre les territoires de chasse ou peut-être par esprit de conquête, mais ils se déplacent extrêmement peu et très très lentement. Mais comme il s'agit de milliers et de milliers d'années, même de centaines de milliers d'années, eh bien, il suffit de 20 km par génération pour peupler l'ensemble de la Terre. Justement, vous parlez de temporalité. Depuis les travaux de Darwin, disons jusqu'en 1970, l'évolution de notre espèce a souvent été perçue comme un phénomène plutôt lent, plutôt continu. Est-ce que cette évolution humaine, elle résulte d'un processus régulier ou comment ça s'opère? En fait, on avait une vision linéaire de l'évolution. Vraiment, et pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, on connaissait très peu de fossiles. Et donc, on avait l'impression qu'on pouvait les situer sur un arbre très simple, avec un seul tronc, et puis différentes espèces le long de ce tronc. Aujourd'hui, on a énormément on a découvert beaucoup plus de spécimens différents, et on sait qu'il a existé énormément d'espèces différentes qui étaient contemporaines. Donc on a une évolution buissonnante, exactement comme pour les autres espèces animales, et on ne sait pas laquelle est notre ancêtre. C'est assez discuté. Alors nous vous avons invité dans 64 minutes sur TV5 Monde également pour un livre précieux, ça s'appelle « Qu'est-ce que la préhistoire ?» C'est chez Folio. Est-ce que, pour le commun des mortels, la préhistoire, c'est avant l'invention de l'écriture. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour la définir avec vous ce soir? Alors très rapidement, en fait, la préhistoire n'est pas si facile que ça à définir, parce qu'effectivement, logiquement, c'est avant l'histoire. Mais en fait, c'est pas si simple, parce que l'histoire n'apparaît pas partout. Avant l'écriture, excusez-moi. Ouais. Mais en fait, l'écriture n'apparaît pas partout en même temps. Eh oui. Et on sait même qu'il y a des populations très récentes qui n'avaient pas l'écriture, et il y a encore aujourd'hui des sociétés orales, la tradition orale. Ça ne viendrait à l'idée à personne de parler de société préhistorique, bien entendu. Et donc déjà, il y a un problème pour définir la fin de la préhistoire. Et pour définir le début de la préhistoire, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'histoire de l'homme moderne, auquel cas c'est 150 000 à 200 000 ans, Homo sapiens, l'homme actuel? Est-ce qu'on parle de l'histoire des premiers homininés? Là, c'est 7 millions d'années, c'est-à-dire les premiers primates bipèdes qui ont marché
sur leurs pattes arrière. Est-ce qu'on parle du premier outil ? À ce moment-là, c'est 3,3 millions d'années, le premier outil. Mais jusqu'à l'année dernière, c'était 2,6 millions d'années. Il y a eu une découverte récente qui a reculé l'âge du premier outil. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un problème de définition. Et vous avez la particularité d'intégrer d'autres disciplines, notamment, je le disais tout à l'heure, les sciences cognitives. Qu'est-ce que ça apporte dans l'étude, dans la quête de compréhension de cette période de la préhistoire dont il reste au fond si peu de traces ? Ça peut permettre, je pense, de comprendre l'homme actuel, que de comprendre comment ses capacités cognitives se sont développées, comment elles sont nées. Et on s'aperçoit curieusement, plus on étudie ça à partir de ce qu'il a laissé, à partir de ses vestiges, c'est-à-dire à partir de ses outils, plus on étudie ça, plus on se rend compte que ces capacités cognitives et nos capacités cognitives sont apparues extrêmement tôt, finalement, dans l'histoire de l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Exemple, l'outillage. Pour faire un outil, pour fabriquer un outil en pierre, les outils les plus simples, les premiers outils, ce sont des outils taillés. Et il s'agit simplement de donner un coup sur un bloc ou une pierre pour en détacher un éclat. Ce qui suppose que l'on veut obtenir un tranchant. Eh bien, rien que ça, rien que le fait de fabriquer un outil, aussi simple que ça veut dire qu'on a anticipé et qu'on a visualisé intérieurement ce que l'on voulait obtenir. Et donc, ça, ce n'est pas très fréquent, ça n'existe pas dans la nature. Les singes peuvent utiliser des pierres naturellement. On a des exemples, par exemple, de chimpanzés qui utilisent des objets, en principe, des galets, des blocs pour casser des noix, mais ils ne fabriquent pas les outils, ils les ramassent directement. Qu'est-ce qui nous relie, au fond, à ces hommes préhistoriques aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il nous en reste ? On termine par une question philosophique. C'est une question, oui. Je n'en sais rien, mais il y a peut-être un petit fond quand même dans chacun de nous. L'instinct de la nature, je ne peux pas vous dire. C'est une question un peu piège. On ne les connaît pas assez pour savoir ce qui nous en reste, je dirais. C'est une boutade, mais je dirais ça. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci beaucoup, Sophie Debonne. Je n'ai pas précisé que c'était un livre coécrit avec Antoine Balzo, édition Belin, Notre préhistoire, la grande aventure de la famille humaine. C'est d'ailleurs pour ça que je vous posais la question. Le sous-titre, c'est La grande aventure de la famille humaine. À lire absolument et à voir. Merci d'être venue sur notre plateau, Sophie Debonne. Merci.